Salut, moi c'est Julie et j'adore papoter. Quelquefois, j'adore tellement la discussion que je suis en train d'avoir avec des amis ou des rencontres que je stoppe la discussion, je sors de quoi enregistrer et go! Ça part en épisode de podcast. Et je les ai appelés les spontanés. Bienvenue sur le podcast et bonne écoute. Salut! Dans ce podcast, je me trouve en présence d'Angelina, une diététicienne nutritionniste à qui j'ai fait appel pour moi-même il y a déjà quelques mois. J'ai beaucoup apprécié mon suivi avec Angelina et sa manière de présenter l'alimentation ainsi que tout ce qui tourne autour. Je lui ai donc proposé de participer au podcast en choisissant des thématiques de la diététique qui lui plaisent particulièrement. Dans ce podcast, on parlera donc entre autres des différents types d'alimentation et des idées reçues sur la nutrition. Je vous laisse avec Angelina qui se présente et le podcast qui démarre. Bonne écoute. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Angelina Texera, je suis donc diététicienne nutritionniste depuis peu de temps finalement parce que je suis en reconversion, enfin j'étais en conversion. Ok. Parce que ça vous le saviez pas. Ça je ne savais pas. Ah ouais, vous allez découvrir des choses. Donc au départ j'étais responsable des ressources humaines avant, et oui. Donc du coup depuis, je crois que c'était en 2019, j'ai repris. En 2019, j'ai eu mon diplôme. Pas du tout à fait. Mais en 2019, j'étais en pleine reconversion. C'était pendant le Covid, on va dire. Donc, j'ai repris mes études, du coup, pour devenir donc diététicienne. Pour ça, il faut avoir un BTS. Et donc, j'ai repris mes études, voilà, donc avec 2 enfants. Donc, c'était un peu, voilà, mais c'était sympa en tout cas de pouvoir se reconvertir. Et puis aujourd'hui, je regrette pas du tout mon choix. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui était important pour moi de changer un peu de voie. Parce que les ressources humaines, j'en avais un petit peu, un petit peu ras-le-bol, on va dire. C'était pas toujours simple. Voilà, donc je suis diététicienne depuis peu, et puis j'ai ouvert mon cabinet, du coup, en suivant, quasiment. Voilà, j'étais donc installée directement sur Périgueux, et puis là, on s'est rencontrés très récemment. Du coup, pourquoi la diététicienne plutôt qu'un autre métier sur cette reconversion ? Ouais, oui, c'est ça, effectivement, pourquoi être tombée comme ça dans la diététique. À vrai dire, ça a commencé quand j'étais au lycée, quand on doit choisir sa fameuse voie, là. Quand on est tout jeune, on se dit, bon, alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Et puis, je me suis un peu fermé la porte, parce que du coup, il faut faire un bac S, et moi, à l'époque, c'était très sectorisé comme ça, et j'ai fait un bac ES. Donc, pour le coup, je me suis dit, c'était pas possible, c'était pas pour moi. Et finalement, après, j'ai fait un bilan de compétences, du coup, pendant que j'étais RH. Et là, on a déballé un petit peu toute la partie, tous les domaines. Et la diététique est revenue, notamment parce que j'ai ma fille, ma première fille était allergique aux protéines de lait de vache. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal sensibilisée à l'alimentation. L'équilibre alimentaire, j'ai toujours fait attention. On va dire que c'était naturel en fait, un peu par rapport à l'éducation que j'ai eue. J'ai eu une alimentation assez variée qui se rapprochait pour le coup de l'équilibre alimentaire, avec un régime plutôt méditerranéen avec mon père qui est portugais, donc on avait finalement les bonnes bases. Et puis c'est vrai que donc tout ça savait beaucoup finalement, ça s'est pas imposé à moi, mais c'est revenu en tête. Donc pourquoi j'ai choisi la diététique cette fois-ci. Ok, trop bien, d'accord. Merci pour cette présentation. Je vous propose du coup qu'on commence par une grande question qui m'est venue en tête dans la préparation de ce podcast. Alors, on est sur les spontanés, mais aujourd'hui on est sur un semi-spontané parce que oui, nous avons un petit peu préparé le podcast. Et du coup, la première question c'était mais quelle est la différence entre diététique et nutrition ? Est-ce que vous sauriez situer la différence ? Effectivement, moi je vais vous donner déjà une première information, peut-être que vous le savez déjà, mais on entend parfois donc médecin nutritionniste. Oui. Vous l'avez déjà entendu. Donc souvent c'est des médecins généralistes qui ont fait une formation, une formation qui n'est pas diplômante, c'est juste comme si c'était une certification un peu, en nutrition. Voilà, donc on devient effectivement médecin nutritionniste, mais c'est souvent des généralistes effectivement qui font cette petite formation. Ensuite, il y a également donc la diététicienne, on dit diététicienne nutritionniste. Donc on est des spécialistes de la nutrition, mais pour le coup on est diététicienne. Et là on s'occupe de tout ce qui est donc diététique. Et là pour le coup, la différence en tout cas, ce qui est sûr c'est que je suis diététicienne, je ne suis pas nutritionniste. Okay. Finalement nutritionniste c'est comme si c'était un qualificatif. Ça pour le coup c'est pas un diplôme mais c'est pas forcément un poste. Un nutritionniste, ça n'existe pas vraiment. Parce que du coup, on peut être diététicienne sans être diététicienne nutritionniste ? Non. Non, ok. On est diététicienne nutritionniste, voilà.
Par contre, là, de plus en plus, se sont développés des conseillers en diététique. Voilà. Donc, ou des nutritionnistes. Quand on voit ça sur Internet, il faut se méfier, il faut voir. Parce qu'effectivement, ça va être des personnes qui ont fait une formation, qui n'ont pas de BTS, ou qui n'ont pas... Parce que pour être diététicienne, on peut avoir soit un BTS, soit un BUT. Le BUT, c'est l'ancien DUT, diplôme universitaire technologique, et le B, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, en tout cas, c'est un bac plus 3 pour devenir diététicienne. Personne d'autre peut être diététicienne sans avoir ça. Okay. Ça, c'est la base. Ok, donc il vaut mieux se concentrer sur le diététicienne. En tout cas, moi, c'est effectivement, je pense que c'est le mieux. En tout cas, c'est des professionnels diplômés. Ok. Quand je vous ai proposé de faire ce podcast, je vous ai dit, est-ce qu'il y a des thématiques que vous côtoyez, qui vous intéresseraient, que vous trouvez particulièrement intéressantes, si je puis dire, ou qui sont très peu abordées. Et vous m'avez dit, moi, il y a 2 thématiques qui me plaisent bien, dont l'alimentation émotionnelle, et une deuxième qu'on verra après, court suspense, vous ne pouvez plus quitter le podcast. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cette alimentation émotionnelle ? Alors, c'est vrai que l'alimentation émotionnelle, est-ce que ça vous a parlé quand je vous ai parlé de ça déjà ? Moi, je suis psychomote et je travaille dans la nutrition avec des patients sur de l'alimentation émotionnelle, donc ça m'a parlé. Mais... Bon. Alors, pour le coup, c'est vrai que moi, en tout cas, avec mes patients, je pense que vous devez aussi avoir ce cas-là. Quand je leur parle d'alimentation émotionnelle, ils savent vaguement ce que c'est, mais finalement, ils pensent toujours au côté négatif. On pense que c'est le côté très négatif de je vais manger en me goinfrant, hein, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, et puis avec culpabilité, etc. Alors que finalement, on en a tous de l'alimentation émotionnelle. On peut en avoir quand on est avec des amis autour d'un bon repas et que finalement, si on se pose la question est-ce que j'ai vraiment faim ? Non, pas trop, mais qu'est-ce qu'elle est bonne cette raclette ? Donc du coup, on va continuer à manger, etc. Et en fait, elle est là, l'alimentation émotionnelle. C'est le contexte, c'est l'environnement, c'est pas que le négatif, à vrai dire. Et parfois, ça on le connaît un petit peu peut-être plus, c'est justement ce que les patients à chaque fois me répondent, c'est oui, j'ai de l'alimentation émotionnelle parce que je vais me retrouver le soir, peut-être parce que je suis célibataire et que je me retrouve devant une série et puis là je vais dégommer les chocolats de Pâques. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire et du coup c'est complètement culpabilisé, pas du tout apprécié, l'alimentation devient plus qu'automatique que plaisir. Et là, on n'est plus du tout dans la prise de conscience de ce qu'on est en train de faire. Et voilà. Mais c'est vraiment pour essayer de combler quelque chose. Et finalement, ça ne comble pas parce que du coup, on culpabilise. Donc voilà, c'est un peu une histoire sans fin, un cercle vicieux. Donc ça peut être un peu ces deux côtés-là quand même. Hein, mais il ne faut pas ignorer qu'il y a le côté positif aussi de cette alimentation émotionnelle. Et oui, parce qu'en fait, si je reprends un peu ce côté sous-exploité, ça peut être finalement... la base de notre alimentation, l'émotion dans le sens, si je mange, des gens qui vont très peu manger ou se retenir de manger, parce que y a ce côté de mon plat il me donne pas envie finalement, ou j'ai des trucs dans mon frigo qui me donnent pas envie, donc je vais pas manger, ou donc je vais vers un truc qui me donne envie mais qui est peut-être entre gros guillemets moins bon. Et en fait ça c'est un truc qu'on prend beaucoup moins en considération. C'est ça. Parce qu'en fait souvent ce qui va se passer c'est quand on veut manger équilibré ou quand on veut faire attention, le terme de faire attention, pour le coup, on oublie qu'il faut aussi se faire plaisir en fait. Normalement, on est capable, on devrait pouvoir se dire que l'alimentation doit être une partie de plaisir et c'est là où effectivement l'émotion doit rentrer en ligne de compte. Je crois que le plaisir il fait peur. Ah ben oui, bien sûr. Ce plaisir, il y a quelque chose derrière de... C'est ça. Oh mon Dieu, je vais aller trop loin dans ce plaisir. C'est ça, ça va être débordant en fait. Et le plaisir fait peur, on a peur de l'excès, on a peur de tout ça. Et donc on essaye de se contenir. Et c'est bien pire en fait. Parce que quand on se contient, en principe, c'est là où en fait, sur le moment on est hyper motivé. Alors surtout si on veut perdre du poids, etc. Ouais, on perd du poids. Puis après, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui en fait est interdit, ça devient en fait finalement quelque chose qu'on va manger en le culpabilisant, à vrai dire. Et ça peut devenir, mais c'est pas systématique, il faut pas non plus toujours noircir le tableau, mais ça peut devenir parfois un peu troublant, on devient un peu sur l'alimentation pour le coup qui est troublée avec des troubles du comportement alimentaire, je vais y arriver, je trouvais pas le terme, mais en gros c'est ça après, on n'en est pas là, c'est pas systématique, mais c'est vrai que pour le coup, si on, à chaque fois, toute sa vie, parce que voilà, j'en reçois des patients qui toute leur vie se sont privés, avec des aliments qui sont diabolisés, clairement, le fromage, la crème fraîche,
le pot de pâte à tartiner, enfin vous voyez un petit peu tout ça fait qu'à un moment donné, c'est des personnes qui se sont privées et qui en fait, quand ils viennent me voir, ils sont au bord des larmes parce qu'ils se disent waouh, il va falloir à un moment donné que je me livre, je vais peut-être être jugée aussi parce que ça fait partie aussi du métier où parfois on a une étiquette un petit peu de méchante qui va faire manger vapeur. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, salade verte et puis pas du tout de goût. Et donc en gros, en fait c'est des personnes qui sont fatiguées parce qu'elles ont été pendant toute leur vie privées. Elles se sont privées. Et comment on le repère ça du coup, cette alimentation émotionnelle ? L'alimentation émotionnelle, en tout cas moi je le repère très vite. C'est normal, c'est mon métier. Pour le coup, c'est à moi après de pouvoir leur faire quelque part reconnaître qu'ils sont dans une alimentation émotionnelle. Alors, je parle rarement de manger ses émotions. Ça, c'est le genre de choses qui voilà, parce que ça, on en entend tellement parler que manger ses émotions, ça veut tout et rien dire. Parce que, comme je l'ai dit, on est tous concernés par l'alimentation émotionnelle. Avec la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, on a tous ce moment-là, aussi bien positif que négatif, peut-être pas, mais oui, on peut tous être concernés. Donc, manger ses émotions, j'en parle rarement. Parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui va aider, en fait, à vrai dire. Et puis, c'est pas forcément négatif aussi. Voilà. L'alimentation émotionnelle, on peut la repérer, c'est important de la repérer. Et il faut surtout savoir si c'est bien ça. Parce que ce qui va se passer parfois, c'est qu'on a une alimentation qui n'est pas forcément équilibrée. Cette alimentation qui n'est pas équilibrée va nous donner, on va avoir faim entre les repas. On finit sa journée de travail, c'est le relâchement, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on a faim. Alors c'est possible qu'on ait eu faim dans la journée, dans la matinée, dans l'après-midi, etc. Mais quand on travaille, on a l'esprit qui est occupé. On finit sa journée de travail, on arrive, et puis là on se dit « Ah oui, non mais moi je dévore tout en sortant du travail. » Ça devient donc une alimentation, on se dit c'est totalement émotionnel, parce que je suis un peu fatiguée, ma journée s'est mal passée, etc. Alors qu'au final, on a peut-être faim. Ah, du coup, c'est hyper intéressant de se dire que finalement, il faut repérer l'alimentation émotionnelle, mais la dissocier d'autres trucs. De la faim. C'est-à-dire qu'il est important, déjà dans un premier temps, avant de parler d'alimentation émotionnelle, c'est pour ça que moi, quand je vous dis que je la repère très vite, je vais déjà repérer si les repas sont équilibrés, déjà dans un premier temps. Et une fois qu'on s'assure après que la patiente, pour le coup, ou le patient a bien équilibré ses repas, ok, alors vous vous souvenez du journal alimentaire que je vous ai donné au début? Je me souviens. L'avez-vous complété correctement? Il me semble. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je pose déjà cette question-là. Est-ce que j'ai faim quand je mange? Est-ce que je suis rassasiée, etc. Tout ça, je pose cette question-là, c'est pas pour rien. Oui. Ça me permet d'identifier. Et en même temps, ça permet à la personne aussi de se dire, effectivement, là, quand j'ai mangé, j'avais faim. Et puis là, non, j'avais pas faim. C'était effectivement très émotionnel. Et donc, en fonction, là, ok. Donc maintenant, on le sait, vous avez mangé équilibré, vous avez plus faim, mais c'est totalement émotionnel. Et cette alimentation émotionnelle, souvent, c'est là où on la découvre finalement. Et on y met derrière plus de sens. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut la combattre non plus. Oui, c'était ma question aussi. Ouais. Ma question n'étant pas comment on fait pour s'en débarrasser, parce que finalement, si j'entends bien, on n'a pas besoin de s'en débarrasser. Parce que quand on le tourne comme ça. Voilà, quand elle nous aide à vivre finalement, à manger. Elle fait partie de notre vie en fait. Ouais. Donc on peut difficilement la supprimer. Ce qui est important surtout, c'est de se dire, est-ce qu'elle est un problème ? Je pense que c'est ça qu'il faut se poser. Alors c'est pour ça que là, tout mon travail, c'est aussi de faire poser les bonnes questions à mes patients. C'est, ok, est-ce que c'est un problème pour vous ? Oui, ça peut être un problème. Et puis parfois, en fait, finalement, ça ne l'est pas vraiment. Ça peut l'être aussi quand, du coup, l'alimentation, qui est donc la prise alimentaire qui est faite, est culpabilisée, etc. Donc là, il faut arriver effectivement à travailler sur ça. Ce que j'ai cru retenir aussi, c'est que on peut manger genre le fameux le ou les chocolats de Pâques après le repas sans avoir faim, et c'est ok si on ne le fait pas tout le temps et qu'on est plus ou moins conscient de ça. Et que c'est ok, et qu'il y ait de l'acceptation, effectivement, on est là, c'est qu'à un moment donné, les chocolats de Pâques, ok, c'est ok, on va les manger et on les accepte, mais réellement. Pas juste pour faire plaisir à la diététicienne. Ça vous arrivait déjà, ce genre de choses? J'ai mangé des chocolats. C'était pour faire plaisir, mais... Non, parce que c'est culpabilisé souvent. Mais... non. Même si je leur dis malgré tout. Mais par contre, le fait qu'une diététicienne leur dise c'est ok, c'est différent. Je suis fière de dire que ça fait pas très longtemps que je exerce, mais je vois quand même que
En tant que diététicienne, de dire le chocolat de Pâques, c'est ok, quoi. Il n'y a pas que le chocolat noir qui est bon. Même le chocolat au lait, Oh mon Dieu. hein. Donc à un moment donné, voilà, c'est bête, mais ça permet déjà d'être ah ouais, ok, on comprend quoi. Et ça, je trouve que ça aide mes patients à pouvoir avancer, de se dire c'est ok. Et puis pour le coup, si par contre dans l'histoire de la personne, ça a toujours été un sujet, c'est quand même, il y a un travail sur du long terme quand même, parce que c'est pas simplement de se dire ouais, c'est bon, la diététicienne l'a dit, alors je peux le faire. Non, des fois, il faut vraiment travailler longtemps, des consultations. Moi, mes consultations, parfois, ça ne parle pas forcément d'alimentation. Des fois, on est un petit peu entre la psychologue et la diététicienne, et en même temps, on parlera plus facilement à moi que le psychologue aussi, parce que j'ai pas l'étiquette de psychologue aussi, donc ça aide. Mais voilà, chacun a son poste, je ne prends pas le rôle de chacun, parce que je ne suis pas psychologue, mais en tout cas, j'essaye de poser les questions qui peuvent faire justement faire venir que la personne va réfléchir à tout ça et se dire peut-être que je peux aller consulter aussi, ça peut être le cas. Après, effectivement, il faut trouver aussi le bon psychologue, parce que c'est comme tout, hein, mais comme d'autres diététiciennes, hein, voilà, y a des bons et des moins bons. Et oui, même quand on est psychologue et même quand on est diététicienne. Alors je dis pas que je suis bonne, mais en tout cas, en termes de bienveillance, c'est important. Voilà, parce que pour le coup, on est sur de la fragilité émotionnelle et c'est pas simplement manger équilibré et puis ça va quoi. C'est pas si simple que ça. Mais ça, c'est ce que je retrouve en tant que pour le côté professionnel, c'est ce que je retrouve aussi en tant que psychomotricienne. Même si on voit un psychologue en parallèle, à plus livrer à l'autre professionnel qu'au psychologue ou en premier, parce que ça sort là et en fait, c'est des choses qui sont très en lien avec ce suivi. Et donc là, dans ces cas-là, l'alimentation. C'est hyper intéressant aussi de voir qu'il y a toute cette partie-là du travail. Aussi, j'entends beaucoup de prise de conscience du coup dans le travail que vous faites. Tout à fait, la prise de conscience. Parce que tout à l'heure vous disiez quand le plat est pas très joli, des fois voilà. Et si on reprend un petit peu ça, parce que c'est vrai que l'accompagnement que je peux faire aussi avec mes patients, c'est aussi travailler sur cette alimentation émotionnelle une fois qu'on l'a identifiée. C'est intéressant aussi de travailler sur l'alimentation en pleine conscience. Donc quelque part avec ce journal alimentaire que je vous ai fait compléter, je commence à travailler un petit peu sur est-ce que j'ai faim, est-ce que je suis rassasiée, est-ce qu'il y a eu du plaisir dans mon alimentation, est-ce que j'avais envie de manger, etc. Tout ça, déjà, on est un petit peu sur une alimentation en conscience. Ah oui, parce qu'on ne peut pas manger avec automatisme et savoir si on a faim, si on est rassasié, etc. Donc c'est vrai qu'on est obligé de prendre le temps de s'écouter, d'écouter son corps. Et c'est vrai que l'alimentation émotionnelle, en fait, à vrai dire, il y a 9 types de faim. Alors ça, je vous en avais déjà un petit peu parlé, c'est là où... Magnifique transition sur l'autre thématique d'intérêt. Parfait, let's go. On l'a pas préparé, bien sûr. Pas du tout, mais ça découle magnifiquement. Du coup, l'autre thématique était les différents types de faim, et la parole est à vous. Vous ne voulez peut-être pas l'aborder tout de suite. Ah non, c'est bon, ça vient tout ça, vient comme ça, let's go. Un côté spontané, gardons-le. Donc, du coup, les 9 types de faim, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un docteur qui a identifié, notamment dans un bouquin, donc si ça peut vous intéresser, vous pourrez le lire. Moi, en tout cas, je l'ai adoré. Donc, Manger en pleine conscience. Donc, c'est du docteur Jan Chozen-Bales, avec mon accent qui est formidable. Peut-être que vous voulez le relire. C'est très bien. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'elle identifie, si je peux faire un résumé, elle identifie 9 types de faim. Dans ces 9 types de faim, on a déjà les 5 faims qui sont en rapport avec nos sens. Et c'est vrai que dans mon cabinet, là, j'ai développé un atelier, une consultation qui aborde justement ces 5 sens. Parce qu'avec nos 5 sens, nos 5 sens peuvent nous faire venir l'appétit et avoir faim. Donc j'entends par là, quand on voit une belle assiette, bien décorée, colorée, et ça peut nous donner plus ou moins de l'appétit, voilà. Avec 2 types de repas. Donc c'est vrai que là j'ai des images un petit peu devant moi, hein. Ça peut être des carottes ou des carottes râpées ou des carottes Vichy. Certaines personnes ont préféré aller sur du croquant, par exemple, parce qu'ils aimaient cette texture là. Ça leur rappelle aussi des souvenirs d'enfance ou autre. Ensuite pareil, là on a 2 images où on va avoir un steak haché avec de la purée et une autre image avec un hachis parmentier. Finalement c'est exactement les mêmes ingrédients, mais c'est pas présenté
de la même manière. C'est hyper intéressant, je trouve. Ah, je veux dire, dans cette perception de dire c'est exactement la même chose, mais ça n'a pas la même tête. Ça n'a pas la même tête. Et c'est vraiment hyper intéressant de se dire que des fois on peut ne pas aimer un truc et aimer. Enfin, je sais pas comment dire. Ça, je viens de me prendre une sorte de prise de conscience. Mais c'est exactement l'intérêt. Voilà, c'est exactement l'intérêt de cet atelier-là. Parce que quand est-ce qu'on va le faire ça? On le fait jamais dans la vie de tous les jours. On se pose pas la question. On a des carottes râpées, mais en même temps, ça sert à quoi? Ça sert effectivement à prendre conscience des choses. Et ça veut pas dire qu'il faut se forcer forcément à manger ça. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, écoutez, moi par exemple, quand je vois ces deux types d'assiettes, moi j'aime bien le hachis parmentier, parce que c'est cuisiné, parce que c'est travaillé. Mais ça, c'est totalement subjectif. Et chacun, après, a sa vision. Là, c'est une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat dans un gros saladier, donc là où on peut aller mettre sa petite cuillère et aller grignoter dedans, ou alors une petite mousse au chocolat avec des petites décorations et des petites choses à grignoter dessus. Donc c'est un peu plus gourmand. Une salade, il y en a une qui est colorée et une qui n'est pas colorée. Elles ont à peu près les mêmes ingrédients d'ailleurs, avec de l'avocat ou autre. Voilà, il y en a une qui est toute verte et une avec plein de couleurs. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant et les questions que je pose à mes patients, c'est ça en fait, c'est se dire vers quelle image, vers quel plat vous irez, est-ce que ça peut vous apporter de la faim? Est-ce que vous pensez finalement que votre faim à vous, ce qui déclenche une faim, c'est plus le visuel, c'est plus du coup l'ouïe pour le coup, hein, le bruit peut-être d'entendre. Qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Moi personnellement j'aime pas du tout, mais une biscotte croquée, vous voyez, c'est un petit peu ce que je donnais comme exemple à mes patients. Donc là on entend bien que c'est quelqu'un qui est en train de croquer dans une biscotte, on entend les bruits de bouche là, vous voyez. Alors il y en a qui adorent ça, peut-être. Moi personnellement ça me donne pas faim, vous voyez. Mais exactement pareil, j'étais en train de me dire, moi, quand je travaille, je parle justement des sons liés à l'alimentation, mais par rapport qui donnent faim. Mais c'est pareil, en fait, il y a d'autres sons qui donnent pas faim. Non. Ça dégoûterait presque. Donc voilà, après, je parle aussi de la canette de soda. Vous savez, le petit bruit là, et puis les petits pétillants là, comme ça, est-ce que ça pourrait donner aussi une belle soif, quoi, par exemple? Après, ce qui marche bien, et dans la majorité de mes consultations, c'est l'odorat. Alors ça, l'odorat, clairement, quand on passe à côté d'une boulangerie et que ça sent la viennoiserie, etc., ça peut donner faim quand même. Hein. Et même si on se dit, il est 4 heures, j'ai pas spécialement faim, mais quand même, hein, la petite odeur, ça peut entraîner quelque chose. Je souris, ça me parle. Mais oui, c'est ça. Donc, et puis oui, ce que je fais avec mes patients aussi, c'est la dégustation à l'aveugle. Oui. Donc je leur fais goûter du chocolat. J'essaye de prendre un peu des chocolats un peu spécifiques avec du piment dedans, vous voyez, pas trop fort, mais ça permet en fait d'avoir des petites choses comme ça et que bien sûr ils le savent pas. Et puis je leur demande donc de fermer les yeux, je leur remets dans la main, donc ils ferment les yeux, ils peuvent toucher, donc là il y a aussi le sens du toucher. Et puis ils peuvent sentir encore, et puis après, hop, ils le mettent dans la bouche en ayant toujours les yeux fermés. Et là, on déguste. Et j'ai des questions, effectivement. Je leur pose la question sur la texture, si c'est lisse, si c'est dur, si c'est granuleux, si c'est collant. Tout ça pour prendre le temps de bien manger et d'effectivement prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. Et voir aussi si ça peut ouvrir l'appétit. Après, on est sur c'est de la dégustation, hein, mais c'est vrai que voilà, tout ça, c'est pour être vraiment sur l'alimentation en pleine conscience. L'alimentation en pleine conscience étant le fait de s'alimenter, on ne peut pas proposer... de faire tout un repas en pleine conscience, mais sur un temps pour prendre bien conscience justement de ce qu'on mange, même le comment des fois. Est-ce que je sais pas, sucer mon morceau de chocolat ou plutôt le mâcher, sa texture, etc. pour amplifier toutes les sensations et venir les réveiller aussi si elles ne sont pas là sur des moments, les fameux moments de craquage par exemple. Ben oui, c'est ça. C'est dans l'idée de tout ça, c'est que là bien sûr on le fait, mais on ne va pas le faire à chaque repas. On ne peut pas faire ça, ça serait trop compliqué, mais ça permet quand même de se dire, de se connaître, à vrai dire, de se connaître et connaître aussi ce que le corps a besoin, ce que son propre corps, parce qu'on est tous différents les uns des autres, on n'a pas forcément tous les mêmes envies, les mêmes besoins, et c'est certain, c'est de se poser la question sur, moi je préfère les croquants, je préfère ceci, je préfère cela, ma faim elle est plus plutôt au niveau de l'odorat par exemple, et puis ensuite c'est se dire que l'alimentation comme ça, comment dirais-je, ça va entraîner, donc on en parlait des 9 types de faim tout à l'heure, donc il y a les 5 fins que je viens de vous dire par rapport aux 5 sens, et après il y en a d'autres.
Et c'est là où je vais faire justement un lien avec les autres types de faim, notamment l'alimentation émotionnelle. C'est la faim du cœur qui existe aussi, parce que là, bien sûr, je vous en ai dit que 5. Donc là, il y a la faim du cœur. La faim du cœur, c'est le besoin de réconfort, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'on peut aussi avoir faim et aussi avoir ce besoin du cœur, hein. Cette faim du cœur, hein. Vous voyez, à un moment donné, ça peut être... Finalement, toutes ces faims, ces 9 faims, elles peuvent être étroitement liées, hein. Ça peut cohabiter, on peut avoir faim de différentes manières. Ah oui, tout à fait. Après, on a également la faim de l'estomac. La faim de l'estomac, on la connaît un peu. Vous savez, quand il y a les gargouillis, là, on le ressent, ça. Ça, pour le coup, alors, quand on mange équilibré, dans l'idéal, c'est que ça arrive sur le repas, vous voyez, midi, etc. Ça, c'est dans l'idéal. Après, des fois, ça ne l'est pas toujours, hein. Après, il y a la faim des cellules aussi. Alors là, pour le coup, c'est la faim un petit peu... des besoins nutritionnels. C'est scientifiquement, on a besoin de ça, des légumes, des protéines, des féculents, vous voyez, voilà un petit peu ce qu'a besoin notre corps pour avoir de l'énergie. Et est-ce qu'on peut le rapprocher du coup, à titre perso, moi des fois j'ai l'impression de me dire ah là franchement j'ai fait justement des craquages sur ce week-end-là ou j'en sais rien, je sais pas justement un week-end de Pâques, imaginons, on mange peut-être plus de viande, peut-être plus de chocolat mais très peu de légumes, dire ah là je sens que j'ai besoin de légumes, imaginons. Est-ce que ça on peut l'associer à la faim des cellules? Ouais, exactement. Ok. C'est ça. Elle n'est pas toujours facile à identifier ça. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est parce que je le vois bien hein, dans mes consultations, quand je leur parle de la faim cellulaire, ils ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Donc il y a effectivement quand je leur explique, mais quand on le ressent, là c'est top. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a fonctionné en fait. Vous avez réussi à vous rendre compte qu'à un moment donné, là vous avez besoin de légumes ou parfois des féculents. Ouais. Parce que quand vous savez qu'un plat, un repas est équilibré, vous savez comment ça doit être équilibré, dès que vous mangez plus équilibré de cette manière-là, vous arrivez à identifier très rapidement ce qui vous a manqué. Et là, je suis en train de faire du lien avec... parce que du coup, j'ai pu ressentir aussi ce truc-là, où moi, j'achetais plus beaucoup de viande chez moi, et donc j'en mangeais peu pendant un moment. Et j'ai eu un moment où j'ai vraiment ressenti, oh là, je sens que j'ai vraiment besoin de protéines, que ce soit de la viande ou d'autres manières. Et je fais un lien, du coup, entre ça et le fait d'être végétarien. Je me dis, est-ce que certaines personnes qui sont végétariennes ou véganes, elles peuvent ressentir ça au début, peut-être, si elles ont un déséquilibre? Enfin, j'en sais rien, je suis vraiment en train de faire des liens très loin. Moi aussi, c'est une bonne remarque. Alors, après, un végétarien qui fait vraiment attention aura de la protéine. Différente, mais ils auront de la protéine. Alors, par l'œuf, déjà. Donc, pour le coup, je pense qu'ils ne ressentent pas ce besoin-là. Mais le problème, c'est que certains végétariens mangent peu équilibré. Et effectivement, la protéine, elle saute. Et ouais. Alors après, est-ce qu'ils en ressentent le besoin? Peut-être qu'ils entendent peut-être parfois, parce qu'il y a des personnes qui ne ressentent pas ce que vous ressentez vous là. On va faire un test, on va faire un questionnaire pour les végétariens. Pour le coup, moi j'en vois des patients végétariens. Alors en principe, ils sont quand même assez à l'aise avec tout ça, mais c'est vrai que c'est surtout les nouveaux qui commencent à tenter des choses parce que c'est pas forcément des végétariens, c'est des personnes qui font attention à l'apport en viande parce que ça coûte cher, parce qu'on se rend compte aussi que la viande parfois c'est pas toujours bon pour la santé, avec certaines idées qui peuvent rester en tête, mais quoi qu'il arrive, je suis pas sûre qu'il y en a qui considèrent tout ça. Vous savez, l'alimentation en pleine conscience, le fait de sentir qu'on a faim, qu'on est rassasié, c'est pas évident, hein. Oui, c'est un truc de fou parce que moi, du coup, travaillant avec des personnes sur ces thématiques-là, il y a plein de trucs qui me paraissent hyper automatiques. L'alimentation en pleine conscience, je me sens pas le besoin de l'expliquer. Ça me paraît logique. Et en fait, je crois que ça ne l'est pas tant que ça. Enfin, ça ne le serait pas, sinon on ne travaillerait pas dessus. En fait, finalement, après, on le sait bien, hein, automatiquement, même moi, je vais pas me poser la question à chaque fois si j'ai faim ou si j'ai pas faim. Hein, l'idée, c'est sur une période. Mais quelque part, après, on devient plus sensible finalement à ça. Vous aussi, j'imagine que vous vous posez pas la question, est-ce qu'il me manque un peu de protéines? Vous voyez, quelque part, c'est naturel en fait. Parce que vous avez commencé maintenant à mettre en place cette démarche-là, c'est devenu automatique. Et là, tout est gagné. Moi, quand c'est automatique, comme ça, pour moi, je me dis que ça va, quoi. Là, il y a des signaux aussi sur la fin du suivi aussi, du coup. C'est ça. Oui. Là, effectivement, par rapport à mon accompagnement, je le sens, hein, quand une personne, entre guillemets, peut voler de ses propres ailes. Vous voyez, c'est très beau. Mais c'est vrai. Magnifique. C'est un peu mon objectif aussi, c'est-à-dire que dans mon accompagnement, l'idée, c'est pas de garder absolument, c'est que, en fait, on est, avec les connaissances que je leur donne, parce que, lors des consultations, c'est de pouvoir après être complètement à l'aise. Et c'est ce qui se passe en fait après. Ils sont à l'aise et en fait ils se débrouillent sans moi, quoi. C'est un peu l'objectif.
Et sur le mot faim, parce que je me rends compte qu'on parle de faim depuis tout à l'heure, mais je me dis, on l'a pas défini. Bon, on aurait pu en parler peut-être avant, quoique ça été cool. Parce que je me dis, s'il y a la faim des yeux, la faim de la vision, la faim de... Je sais pas, en termes d'ouïe, j'entends cette canette, ça me donne envie de boire. Moi, j'aurais eu tendance à quand même à l'associer à le fameux « ça me donne envie de », mais pas à « j'ai faim ». Mentalement, j'ai l'impression qu'il y a une dissociation entre les deux. Entre la faim et la soif c'est ça, non Non, enfin, oui, du coup, c'est la soif. Mais si je vois, imaginons, je sais pas, un croissant dans une boulangerie, me dire « ah, il me donnerait bien envie, mais... » c'est l'envie plus que de la faim. Je fais une dissociation entre les deux. Et est-ce que, est-ce que ça vous parle? Comment vous le voyez vous, de votre point de vue? Parce que pour moi, la faim, c'est la fameuse faim de l'estomac. Le gargouillis, cette sensation, j'ai mal au ventre, bref, en fonction de chaque personne. Et j'ai l'impression que tant qu'il n'y a pas ce signal de faim interne dans l'estomac, c'est pas une vraie faim. Et oui, là je suis d'accord. Là pour le coup, je suis un peu d'accord. C'est ça en fait, la faim, la véritable faim. Donc c'est la véritable faim, c'est l'estomac quelque part. Mais pour le coup, certaines, notamment, ça peut être la viennoiserie. Pour le coup, on n'a pas forcément faim au départ, mais quand on va la manger, l'appétit est en mangeant, la fameuse expression, mais c'est une réalité. Et là, pour le coup, on commence à avoir l'estomac qui quelque part réclame quelque chose. Donc on peut avoir une envie qui devient une faim après. C'est un petit peu ça, mais la définition que vous en faites, c'est ça, la faim, c'est ça. L'envie, ça existe aussi, et parfois c'est une envie plutôt émotionnelle, et parfois c'est juste parce qu'on a envie de manger cette viennoiserie, tout simplement. Ouais. Du coup, c'est intéressant de se dire que ça peut être aussi tout ça, la faim peut être déclenchée par quelque chose de très interne, il y a un manque dans l'estomac, c'est ça. Ou elle peut être déclenchée par d'autres facteurs, dont la vision, exactement, etc. C'est ça, effectivement, tout à fait. Et des fois, on peut manger sans avoir vraiment cette faim-là aussi, c'est possible. Après, on va le manger quand même, mais je sais pas, je vais vous donner un exemple. C'est le pot de départ d'une collègue. Bon, vous avez pris un bon petit déjeuner, il est 10h30, par exemple, on va faire une petite viennoiserie, vous n'avez pas spécialement faim, mais vous le mangez, la chocolatine, j'allais dire, mais voilà, vous pouvez complètement le manger, et puis comme ça pose pas de problème, mais vous n'avez pas vraiment faim. Okay. Ça peut aussi jamais venir, cette faim. La faim cellulaire aussi, parfois. Alors, la faim cellulaire, souvent, on la ressent sur le coup, plutôt sur la partie après. Un peu comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que vous avez passé une semaine, vous n'avez pas mangé, vous sentez qu'il vous manque quelque chose, quoi. Et du coup, j'en ai oublié une faim, je vous ai pas tout dit. Donc la 9e faim, pour le coup, que je n'avais pas citée, c'était donc la faim de l'esprit. Donc la faim de l'esprit, c'est plutôt la faim qui va être liée aux croyances limitantes, c'est-à-dire aux idées reçues, et les idées reçues, ou même les super connaissances en diététique, qui parfois on veut tellement bien manger, et c'est tellement parfait que ça devient trop, en fait, aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de travailler là-dessus parce que voilà, on a tellement d'idées reçues qui nous font des fois manger différemment et qui, pour le coup, le plaisir des fois n'existe plus, quoi. Est-ce que ça peut être l'huile pour préparer un plat? On n'a pas faim d'huile, mais de se dire je sais que faut pas manger gras, donc j'en mets pas, ou le fameux chocolat, on y revient, mais faut pas manger de chocolat, donc c'est interdit, donc je m'interdis d'avoir faim de ça. Et alors qu'en fait, on peut avoir faim de chocolat. Ou je l'achète pas. Ouais. Et oui. Ça c'est systématique. Ouais. Et le nombre de gens. Oui. Ah non, j'achète pas de chips parce que les chips, s'il y en a à la maison, je finis le paquet. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est pareil. On se prive, on n'achète pas. Et puis, il y a un moment de faiblesse. Et là, c'est là. Petit moment de faiblesse. Là, il y a le paquet de chips qui traîne. On dégomme tout. Et oui, moi, j'aime beaucoup sur ce fameux... j'aime beaucoup. J'aime pas le moment de faiblesse, mais j'aime beaucoup ce travail sur ce fameux moment de faiblesse. La manière dont on aborde le monde, en fait. Est-ce que c'est un moment de faiblesse ou est-ce que juste c'est un moment, point? Et du coup, c'est un peu comme si je ferme ma porte à clé, forcément, à un moment ou à un autre, il y a un truc que je veux derrière, à un moment ou à un autre, entre guillemets, je vais aller la défoncer, faire un trou dans cette porte, imaginons si j'ai jeté la clé, alors qu'en fait, si je laisse la porte ouverte, je peux l'ouvrir et la fermer quand je veux, et c'est moi qui décide. C'est ça. Et ça paraît si simple.
Ah oui, genre ça paraît simple, hein, c'est joliment dit, mais en fait, dans la vie, c'est pas simple. Dans la vie, c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple parce que derrière, il y a tellement de choses du passé. Il y a tellement de choses du passé qui fait que là, c'est pas une idée reçue qu'il y a. C'est une représentation. Ah là, c'est toute une représentation. C'est même une éducation. Hein. Parce que voilà, j'en ai fait de plus en plus et je vous dis, il y a une stagiaire qui m'a contactée en psychologie, elle m'a dit j'aimerais bien faire un stage chez vous parce que je trouve que c'est vraiment étroitement lié. Alors, voilà, pour moi ça me parlait énormément, je trouvais ça évident et en même temps j'étais ravie qu'on pense à moi surtout pour faire ce stage-là au niveau de la psychologie et justement on a travaillé beaucoup là-dessus et dans ce livre que je parlais tout à l'heure, c'est évoqué. Cette alimentation pour le coup très là qui reste vraiment c'était très émotionnel encore une fois en fait on est toujours en ça mais l'alimentation émotionnelle qui est du coup induite par des idées reçues par des choses du passé, par l'éducation, par ce qui s'est passé avec les parents enfants et on a travaillé avec cette stagiaire sur justement les moments, les repas de famille, voilà, et là on commence à dérouler tout un tas de questions qu'on peut poser aux patients, là on découvre des choses. Au début, c'est non, mes repas quand j'étais enfant, ok, oui, rien de particulier. Et puis, ah oui, et comment c'était? Et du coup, c'était un moment de plaisir, il y avait de la discussion, et les repas, ou des souvenirs, etc. Et ça ouvre en fait un livre, mais c'est impressionnant. En fait. Et c'est quoi les trucs qui reviennent le plus souvent du coup sur ces repas de famille? Alors, c'est marrant parce qu'au départ, tout va bien. Mais quand on commence à gratter, finalement, on se rend compte. Et alors, je ne l'ai pas fait avec tous les patients. C'est avec certains patients où, effectivement, je vois qu'il y a quelque chose qui bloque. Et je ne suis pas psychologue aussi. Donc, il faut que je fasse attention aussi. Parce que quand on va trop loin, après, il faut arriver aussi. Parce qu'il y a des émotions qui arrivent. Et reconstruire après. C'est ça. Par rapport à votre question, il n'y a pas vraiment Enfin, ça ne revient pas tout le temps. Mais il y a eu quand même il y a eu quand même quelques patients qui m'ont dit que voilà, au départ tout allait bien et puis finalement c'était un repas où il fallait se dépêcher, beaucoup de stress, c'était le soir, très tard, disons qu'il était déjà tard, il fallait qu'on se couche et le père arrivait tard par exemple, donc on sentait qu'il y avait une sorte de précipitation, que le repas n'était pas... Et même le week-end finalement les repas s'étaient tendus parce que les parents aussi regardent un petit peu ce qui se passe dans l'assiette des enfants, puis dans la leur aussi, parce que souvent il peut y avoir aussi la mère ou le père qui fait attention à son poids aussi. Voilà, avec des petites remarques, attention, arrête de manger trop parce que sinon tu vas devenir grosse. Vous voyez, toutes ces petites choses-là. Quand c'est pas à l'école que ça se passe. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui finalement se répètent. Effectivement, ça peut, mais bon, c'est pas systématique. Et justement, il faut éviter de systématiser et d'induire les réponses des patients. Mais c'est bien de poser des questions ouvertes comme ça et de voir ses réponses. Et c'est vrai qu'après, de voir le patient ou la patiente qui va se dire « Ah ouais, d'accord, il y avait ça, ok. » Enfin, non, mais ça fait prendre conscience aussi. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est un travail qui est assez... et là, pour le coup, c'est psychologue, après. Oui, après ça. Là, pour le coup, voilà. Ok, et bien du coup, je vous propose de passer à la partie suivante. Vous m'avez proposé d'aborder aussi la diététique nutrition sous l'angle des idées reçues. Donc on va tourner la petite roue des idées reçues, je pense. Et oui, elle a beaucoup de succès auprès du public senior. Ah oui, j'ai fait un atelier il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière. Et là, ils ont tourné cette roue, ça leur faisait penser à l'enfance. Non, mais c'est vraiment... Vous savez la petite roue du loto, là? Ouais. La petite loto, c'était vraiment super. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Donc nous avons une petite roue. Bah oui, c'est vous qui allez tourner. Moi, je vais tourner la roue. Je l'ai fait avec tous les enfants, ils étaient contents aussi. J'adore ça, le petit bruit de la roue, un peu, genre on a la roue de la fortune. Ouais. Est-ce que je vais faire le 100? C'est ça, je le tente. Vous voyez, c'est mignon. C'est du vert. En fait, il y a plein de couleurs sur la roue. Et il y a des cartes du coup. Donc vous allez pouvoir récupérer une petite carte verte. Hop, allez, je prends celle du dessus. Je la lis. Les fruits et les légumes surgelés ou en conserve sont moins bons pour la santé que les fruits et légumes frais. Alors c'est pas moi qui vais répondre, du coup. C'est moi qui dois répondre. Oui, qu'en pensez-vous? Bien après je commenterai, mais qu'est-ce que vous en pensez alors? Jamais je retourne la situation, c'est bien. J'adore. Donc, pour moi, c'est presque des fois le contraire, je crois. Enfin, dans ma croyance, je crois que finalement, sur certains fruits ou certains légumes, un coup qui sont cueillis, ils peuvent un peu perdre en fraîcheur. Et s'ils sont congelés assez rapidement, ils vont garder tout un tas de bonnes choses
grâce à la congélation qui vont pas garder si on les laisse au frigo pendant très longtemps. Je n'aurai pas tout le détail mais c'est bien, de c'est tout ça, exactement. mais il me semble. Ouais, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien. Et c'est vrai que pour le coup, on va en tout cas... alors là, on parle des... Alors surgelé, oui. Conserve. La conserve, je préfère en tout cas le bocal en verre. C'est quand même mieux. Parce que dans les conserves, il y a un petit peu de sel aussi. Mais les conserves, de temps en temps, il n'y a pas de problème. Faut pas non plus trop se mettre de barrière par rapport à tout ça. Et ça fait manger des légumes et des fruits aussi. Alors les fruits, vous savez les boîtes de fruits en sirop là. Bon, très sucré, je non, pense. ça c'est pas fameux. Parce qu'ils rajoutent du sucre, du sirop, de fructose et de glucose. Et là, on n'est pas sur quelque chose de très fameux. Donc dans l'idéal, vraiment, il vaut mieux manger une compote si on préfère. Très bien. Et un point pour moi. Un demi du coup. Non, là c'était très bien. Okay. Donc c'est vrai que pour cette petite trousse, ce qui était rigolo, c'est que après, une fois qu'on avait fait, vous voyez, on faisait que des rouges, et puis là, même mes enfants, ils disaient oh mais je veux du vert, je veux du jaune, et puis en fait c'est la couleur qu'on a envie d'avoir après. Voyez, ouais. Ok, alors du coup là, il faut que je vise une couleur. Allez, je vise le orange. Est-ce que du coup il y a des thématiques par couleur? Ah bah bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire les thématiques par couleur? Et bah le vert, donc c'est fruits et légumes. Bah le jaune. C'est quoi à votre avis? Tout ce qui est huile, c'est ça, la matière grasse, super. Le rose, c'est tout ce qui est glucides, donc les glucides simples et les glucides complexes. Autrement dit, les sucres rapides et les sucres lents. Le bleu, c'est les produits laitiers. Ah oui. Le rouge. Ah bah tout ce qui est protéines. Ouais, exactement. Et le violet. C'est toutes les autres questions un peu annexes qui n'ont pas forcément, qui sont en lien bien sûr avec la diététique et la nutrition, mais qui ne sont pas... Ok, donc objectif orange. Ah non, mais c'est orange sur la roue, mais du coup c'est rouge sur tout les compris, parce que j'avais pas de papier. Donc objectif rouge. Objectif rouge. Oh ah bah ça après j'y étais. C'est ça. Comme ça, ça suit, vous voyez. Alors du coup, une jaune, tac. Ah, vous la prenez pas devant. Hey. Alors, il est recommandé de manger une petite poignée de fruits à coque, noix, noisettes, amandes par jour. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Je crois que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En fait, à vrai dire, ça fait entre 10, allez, 10, 15, mais ça va vite, hein. Mais c'est vrai que, voilà. Mais effectivement. Et vous savez pourquoi? Est-ce que ça mène pas à certains types de lipides ou c'est ça, exactement. Du coup, la carte est jaune, c'est bien ça, mais voilà, non, mais en tout cas, voilà, vous avez bien compris, hein, c'est par rapport donc au gras, parce que grâce à ces noix, on fait de l'huile. Et vous savez, l'huile de noix, c'est bon pour la santé aussi, donc ça c'est chouette. Et puis du coup, aussi, je voulais quand même dire que dans les amandes, il y a de la protéine quand même, donc c'est pas mal, et du calcium aussi. Voilà. D'accord. Ah bah comme quoi. Bah oui, comme quoi on peut aussi se faire plaisir avec ces petites choses-là. Par contre, on voit bien aussi que ça rassasie, mais bon, non, enfin c'est un petit grignotage. Et je précise que c'est bien sûr pas les noix, noisettes, etc. de l'apéritif. Il n'y a pas de sel dedans. Attention. Les noisettes dans le pâte à tartiner Nutella. Attention quand même. Ok, allez, encore une. Allez-y. Allez, on vise. Allez, le bleu, on en a pas eu. Je vais essayer de. Allez, ce sera du vert. Allez, c'est du bleu. On a un petit peu triché du bleu. Le lait de soja peut remplacer le lait de vache. Pour moi, ça se remplace pas, c'est juste. C'est pas la même chose. Je pense qu'en fait, on consomme du lait de soja. Je sais pas exactement ce qu'on y trouve en bénéfique dedans, mais je veux dire qu'on peut remplacer son lait par du lait de soja, ok. Mais que du coup, il faudra aller chercher toutes les protéines, je suppose, ou tout ce qu'il y a dans le lait de vache dans un autre aliment. Ouais. Non. Alors, c'est pas trop mal. Disons que pourquoi déjà on doit prendre des produits laitiers? Alors ça peut être du lait de vache, ça peut être du lait de chèvre aussi, hein, mais pourquoi? Vous savez ce que ça nous apporte, les produits laitiers? Du coup, j'aurais eu tendance à dire qu'il y a peut-être des... j'allais dire qu'il y a certaines protéines ou certains du gras dedans. Oui, il y a de la protéine, effectivement. De la protéine, du coup, de lait de vache, donc il y en a, oui. Donc c'est pour ça qu'on en prend. On en prend aussi pour le calcium. Ah, mais oui. Voilà. Et là, c'est essentiellement les deux choses. Le gras, pas tant que ça. Il y a du gras, oui, mais on l'a parfois retiré, parce que c'est du lait, par exemple, demi-écrémé. Bon, ça peut être complètement écrémé, mais bon, c'est quand même un petit peu moins bon. Ça dépend après de chacun. Et puis, du coup, dans le lait de soja, on ne va pas forcément retrouver du calcium dedans. On aura de la protéine, une protéine qui est pour le coup végétale,
mais on n'aura pas forcément de calcium. Donc c'est pas la même chose. Et on va pas utiliser le terme de lait de soja. On n'a plus le droit. Ah, c'est vrai. Je me questionnais là-dessus. Ils ont changé la dénomination parce qu'il y a eu des dérives. Il y a des familles, il y a une famille, pas des, mais une, mais c'est déjà trop, une famille végane qui ne buvait pas de lait de vache et qui ont décidé de nourrir leur nouveau-né avec un lait végétal. Ah oui, d'accord. Et donc, à l'issue, vous devez vous en douter. Dramatique. Ah bah oui, le décès du bébé, du nouveau-né. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça fait bouger les choses, parce que ça induit en erreur. En tout cas, maintenant, on pourra plus dire qu'on ne le sait pas. C'est donc une boisson végétale maintenant. Ce n'est pas du tout la même chose, ça apporte pas la même chose. Il faut faire attention au soja quand même, parce qu'il y a des risques. Donc moi, quand je me dis qu'il y a un doute sur ce produit-là, peut-être que vous en avez entendu parler de cancer du sein. Ah non, je savais pas. Donc ça veut dire que c'est pas interdit, on peut en manger, mais pas toujours ça. Voyez, la variété est toujours intéressante de toute façon, dans l'équilibre, on en a déjà parlé, il faut varier, il faut tout varier. Ok, d'accord, merci. Voilà. Je me coucherai moins bête ce soir. Et c'est fait pour ça, justement, les idées reçues. Je pense à vous. Magnifique. Alors, on en fait encore quoi? Un et puis. Donc 2. On n'a pas fait un violet. On peut faire un violet et un rose, comme ça on termine, on fera toutes les couleurs. Allez, c'est parti. Il est recommandé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Alors, ça sera une réponse pour ma mamie. Parce qu'elle m'a rendu visite la semaine dernière, elle m'a dit le médecin il m'a dit qu'il fallait que je boive entre 1,5 litre et 3 litres d'eau par jour. 3 litres Moi, déjà boire 1,5 litre c'est compliqué, alors voilà. Donc la réponse que je vais donner, du coup vous allez me dire si c'est bon ou pas. Je dis, il me semble que 3 litres c'est la quantité totale de aqueuse entre guillemets qu'il faut ingérer par jour, qui est recommandée. Oui. Mais il y a une grosse partie qui est ingérée grâce au yaourt, à l'alimentation en global, et que 1,5 litre c'est de l'eau. C'est la quantité d'eau en plus. C'est ça, tout à fait. C'est 1,5 litre, effectivement. 3 litres. Oui, ça m'a paru 3 litres, non, ça paraît beaucoup. Ouais. Après, ce qui est important, c'est que pour le coup, quand on fait une activité physique, ça, on peut être amené à boire plus, bien sûr, parce qu'on perd, vu qu'on transpire. Là, vous voyez, on est en train de parler, c'est important de boire aussi, on se déshydrate, à vrai dire. Donc c'est important, effectivement, de boire tout au long de la journée, par petites gorgées. Oui. L'été, par exemple, quand c'est caniculaire, parce qu'en fait, on transpire aussi. Donc, on peut aussi utiliser du melon, des courgettes, du concombre. Ok, je saurais quoi conseiller à ma grand-mère. C'est ça, Et en rose. Le miel est un sucre naturel dont je peux en manger autant que je veux. Quand même, c'est comme tout, je pense qu'il faut en manger de manière équilibrée. Oui, c'est naturel, oui, mais ça reste quand même du sucre. Donc c'est vrai que souvent, cette idée reçue, elle reste bien ancrée. C'est comme plus du sucre roux, ou alors partir sur complètement des petites sucrètes, vous savez, les édulcorants. Non, ça pour le coup, en plus il y a une étude là récente qui dit qu'effectivement l'aspartame, qui peut en fait indirectement avoir du diabète, de l'obésité, du diabète, parce que finalement qu'est-ce qui se passe? Le corps, lui, on va prendre un soda, vous savez, 0 là, voilà, sauf qu'ils ont remplacé par un édulcorant, et le cerveau est complètement perdu. Il se dit quand est-ce que, parce que le goût du sucre il est toujours là, par contre il n'y a plus de sucre dans le sang. Donc dans les faits, c'est vrai qu'on a pris ce soda sans sucre, il n'y a pas de souci. Mais par contre, après, on a envie. Ça nous rend en fait addict un petit peu, même si les psychologues justement disent que ça n'existe pas, cette addiction. Mais pour le coup, ça rend quand même un petit peu, on en a envie. Et donc on va dégommer d'autres choses, quoi. Et c'est ça qui va se passer qu'à un moment donné, indirectement, ça peut entraîner donc de l'obésité, peut-être même du diabète. Et là, depuis peu, ils disent que ça peut effectivement entraîner ça peut être cancérigène. Il y a un doute. Voilà. Donc moi, quand il y a un doute, je ne le conseille pas. Il y a un temps, c'était hyper à la mode, ça. Ah bien sûr. Je crois que c'était quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir vu... Des petites sucrètes, là. Ouais, les petites sucrètes, un max, l'aspartame aussi pour remplacer le sucre. Oui. On cherche toujours à vouloir, même encore aujourd'hui, on cherche à trouver des alternatives au sucre, etc. Moi, je dis, il vaut mieux assumer le sucre. Quantité raisonnable, bien sûr. Et puis, quand on peut l'éviter, on l'évite. Il y a des fois, c'est peut-être pas besoin. Je vais dire une bêtise. Dans un chocolat au lait, le lait est déjà sucré. Le chocolat, si on prend je vais pas citer de marque. Mais... Ça va, on n'est pas sponsor. Pas de problème. Non, mais c'est que j'ai des actions dans différentes...
Pas du tout. Bon, si on prend du Nesquik, voilà, comme ça, on a compris ce que je voulais dire. Il y a du sucre déjà dedans. Donc, ils en ont fait sans sucre, mais attention, regardez bien vos étiquettes. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important de se dire qu'il y a déjà du sucre. Donc, on va peut-être pas rajouter encore du sucre. Ça se fait, hein. Je le sais, je sais que ça se fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce genre de choses. Si on peut un peu lever le pied, et pour arrêter le sucre, on n'arrête pas du jour au lendemain. C'est comme la cigarette. Parce que ça, c'est pas possible. On n'y arrive pas. C'est compliqué d'arrêter. Voilà. Donc déjà, c'est diminuer. Et après, petit à petit, on enlève. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour arrêter le sucre? On dirait non, pas du tout. Non, pas forcément. C'est qu'en fait, on va en discuter et effectivement, voilà. Et là, on le fait ensemble. Ouais, non, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un petit effet de mode aussi. Ah bah oui, alors c'est sûr qu'on vient me voir des fois en me disant je suis addict au sucre. Et ça, pour le coup, je l'entends. Mais pour moi, c'est pas l'essentiel dans un premier temps. Il faut toujours tout reprendre un petit peu et finalement, l'addict au sucre, oui, bah, elle est comme la mienne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas si une addiction que ça. Après, il y a des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais là, c'est autre chose. Là, on n'est pas sur une addiction au sucre. Justement, je voulais vous questionner sur... nous passons sur une dernière partie, attention transition, sur des petites questions de fin. Spontanées donc. Spontanées, c'est celle-ci. Je me suis consultée moi-même, j'ai consulté une amie, où on s'est dit, on va essayer de trouver des petites questions justement, un peu de clichés justement, d'idées reçues ou qui nous viennent un peu en tête concernant votre métier. Vous parliez de prise de poids. Est-ce que vous avez plus de personnes qui veulent maigrir, qui viennent à votre rencontre, ou c'est quand même assez équilibré entre prise de poids et perte de poids? Non, il y a quand même plus de personnes qui souhaitent perdre du poids. Ça c'est sûr. Ouais, ça c'est majoritairement. Par contre, j'ai été surprise de voir que j'en ai quand même, voilà, comme je vous dis, ça fait peu de temps que je suis diététicienne et finalement j'en ai quand même vu aussi des personnes qui souhaitaient prendre du poids. Et pour tout vous dire, si je veux être vraiment honnête avec vous, comme je me suis fait surprendre une fois avec ce motif-là, maintenant je suis un petit peu plus vigilante. C'est une personne qui était anorexique. Et je me suis fait surprendre parce que dans mes motifs de consultation, du coup, est noté trouble du comportement alimentaire, mais parfois... C'est pas la même chose que non. Non, eh bien non, on ne le traite pas de la même manière. Je m'en doutais qu'il y en avait, mais je ne m'attendais pas à ce type de motif finalement qui cachait de l'anorexie. Finalement, la prise de poids, elle est souhaitée, mais elle est aussi redoutée. Donc là, c'est une approche qui est différente. Quand c'est une perte de poids, quand c'est une prise de poids classique, on va dire, où là la personne, on est vraiment sûr qu'il n'y a pas d'anorexie en fait. Et bien là, pour le coup, finalement, ça reste quand même de l'équilibre alimentaire. Hein. Parce que quelque part, il manque dans leur alimentation un équilibre. Et cet équilibre qui apporte de l'énergie nécessaire, mais ils ne l'ont pas forcément. Donc après, on rééquilibre. Et si ça ne fonctionne pas en termes de prise de poids, on peut rajouter une collation, par exemple. En protéines, par exemple. Et en plus, parfois, il peut y avoir aussi beaucoup d'activité physique. Parce que l'activité physique, forcément, a tendance à prendre de l'énergie. Hein, bien sûr, on fait de la dépense énergétique. Hein. Donc, il faut arriver à trouver le bon accompagnement, justement, en fonction de l'activité physique qui est faite, etc. Et puis après aussi, il y a une prise de poids souhaitée, souvent aussi chez les sportifs. Ça aussi, je ne vous en avais pas parlé, ouais. Ah oui, mais ça m'étonne pas. Oui. Parce que ils disent prise de masse, pour le coup. Hein. On utilise un autre terme de terme. Donc là, ça veut dire qu'ils veulent vraiment prendre du muscle. Donc là, c'est un autre travail. Là, pour le coup, j'ai envie de sensibiliser sur la prise de masse, oui, de manière naturelle, avec les aliments. On va éviter de prendre trop de protéines, parce que la protéine, c'est pas toujours très conseillé si on n'a pas une activité physique assez intense. Voilà, donc ça sert à rien non plus de trop prendre de protéines parce que ça peut fatiguer les reins. Du coup, donc là on travaille vraiment sur la prise de masse, mais aussi l'activité physique qui va avec. Oui, on se questionnait justement avec mon ami sur la prise et la perte de masse, justement, mais dans le cadre d'activités sportives. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire aussi en tant que diététicienne. Oui, tout à fait. Ouais. Il y en a aussi qui veulent perdre un petit peu de poids pour la course. Donc ça va vraiment dépendre de chaque situation. Ouais. Ou alors, j'accompagne les sportifs, et là, c'est pas forcément de la perte ni de la prise, mais c'est plus pour des questions d'accompagnement pour notamment des marathons. Voilà, j'ai fait ça aussi, les marathons, c'est intéressant. Sur l'alimentation sur course? Ouais, c'est ça. Ça, pour le coup, c'est hyper important.
Ils n'y pensent pas tous. Ils n'y pensent pas tous en fait, parce que d'après ce que j'ai compris, parce que moi j'ai jamais fait de marathon, mais pour le coup, donc on s'inscrit. Et par contre, il y a un entraînement sportif qui peut être acheté. Et pour le coup, certains sportifs font comme ça pendant des années, et ça va. Il y a des moments, après, c'est vrai que plus on avance dans l'âge, quoi qu'il arrive, homme ou femme, quand on n'a pas forcément mis toutes les chances de son côté au niveau alimentaire, qu'on a vraiment compté que sur ses capacités physiques, qui sont bien déjà, là on sent que le corps il peut aussi montrer certaines faiblesses. Du coup, et c'est vrai que c'est quand même dommage de se dire non, je peux continuer parce que j'ai le mental, parce qu'il faut avoir le mental aussi pour faire un marathon. C'est pas que du physique. Donc pour moi, un marathon doit être préparé mentalement, physiquement et alimentairement. Donc je ne suis pas spécialisée, mais effectivement j'accompagne ces patients, et notamment, ça va juste vous faire rire, mais des fois on peut avoir des dérangements au niveau intestinaux, et donc du coup, s'arrêter parce qu'on a envie d'aller aux toilettes, c'est quand même compliqué. Donc c'est des petites choses comme ça qu'il faut régler. Et quand on a réussi à le faire, c'est chouette. C'est pas grand chose, mais il y a beaucoup de marathoniens ou même d'autres distances qui font du trail, de l'ultra-trail. J'entendais qu'ils prennent des médicaments avant de partir. Pour se vider. Pour se vider, ou alors pour éviter de se vider. Oui. C'est fou, hein. Et puis, c'est fou. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi, ce type d'accompagnement. Ok. Ah ouais, j'imagine. Qui sont moins fréquents, par contre. Ouais. Voilà. Là, pour en revenir à la question initiale, c'est quand même la perte de poids qui est le plus... cet objectif-là est quand même... ce motif est le plus fréquent. Ok, moi, c'était toutes les questions que je m'étais notées. Après, je pense qu'on pourrait discuter pendant 1000 ans, que j'aurai encore plein de questions. Du coup, en reprenant, c'est vrai qu'on a parlé de plein de trucs, de l'aliment, déjà de qu'est-ce que c'est qu'être diététicienne nutritionniste, de tout ce qui est alimentation émotionnelle, les différents types de faim. Du coup, on a aussi abordé tout ce qui est l'alimentation de pleine conscience. Hyper intéressant. Et puis le fameux vrai ou faux avec la petite roue, attention. D'ailleurs, si vous l'acceptez, je prendrais bien quelques petites photos de la petite roue, pour mettre, comme il y a le compte Instagram du podcast, ça permet d'avoir un petit visuel aussi, de s'immerger un petit peu dans le podcast. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les images sur le podcast. Et je vous souhaite sur ce une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit peut-être. Et puis à la prochaine. Au revoir. Coucou, c'est déjà le petit mot de la fin. Je tenais déjà à vous dire merci d'avoir écouté le podcast jusque-là. Ensuite, je voulais aussi vous indiquer que vous pouvez retrouver Angelina sur les réseaux. Sur Instagram, elle s'appelle Angelina Diététicienne Périgueux et elle partage des petites idées recettes, cuisine qu'on peut faire simplement à la maison. Pour retrouver les photos en lien avec le podcast, c'est toujours sur Julie Papote, sur Instagram aussi. N'hésitez pas à mettre un like, des étoiles ou un commentaire sous le podcast. J'avoue que ça donne de la force et c'est vraiment cool. Allez, bonne journée, bonne soirée ou bon appétit!